Bonjour, mon nom est Dominique Boily. Bienvenue à Télécœur. On a une info bien spéciale aujourd'hui parce qu'on a encore une fois la grande chance d'avoir le spécial Info Philosophie. On a notre invité, j'allais dire à la demande générale, parce que depuis nos deux émissions, il y a des gens qui en redemandent encore une fois. Alors, Monsieur Jacques Sénécal, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois à notre émission, notre troisième émission ensemble. Vous nous accueillez encore une fois chez vous. Oui. Merci de cette belle générosité-là. On est à Nicolette. Oui. Oui. Aujourd'hui, en plus, on est en train de faire un tournage. Il fait très beau. Le soleil est merveilleux. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui. Alors on savoure ces beaux moments-là oui, aussi certainement. ensemble. Aujourd'hui, on a une émission. Il y a un thème bien particulier, puis on va aborder, j'allais dire, votre dernière création. C'est encore tout chaud. Aujourd'hui, notre thème, c'est la liberté. Hein? Parce qu'on se souvient qu'en philosophie, pour le préciser, philosopher, c'est réfléchir, c'est analyser, c'est être confronté. C'est asseoir notre réflexion sur des gens qui, avant nous, ont déjà réfléchi sur des thèmes. Hein? Oui. Donc, des historiens, des gens qui ont y réfléchi déjà, d'anciens philosophes. Mais vous nous présentez aujourd'hui, et on commence avec ça, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir, dans quelques jours à peine, vous procurer votre dernier livre. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, certainement, ça me fait plaisir. Alors, je le montre ici à l'écran, puis on va pouvoir expliquer comment être capable d'aller chercher. Là. Oui, c'est un livre que j'ai écrit parce que une de mes élèves adultes, retraitée, qui, à tous mes élèves, dans le fond, je parlais de philo, mais je faisais intervenir beaucoup d'auteurs. Oui. Je leur parlais de Marx, je leur parlais de Nietzsche, je leur parlais de Spinoza, d'Épicure. Puis tout à coup, on me dit, mais vous, votre philosophie, à vous, c'est quoi? Oui. Alors, j'ai dit, c'est pas une mauvaise idée. Alors, j'ai écrit 101 questions que j'ai mis dans une urne, puis on pigeait les questions, puis je répondais. Ça, c'est un exercice que vous faisiez en classe. D'accord. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un livre avec ça? Sauf que l'éditeur trouvait que c'était trop volumineux. Oui. Alors, les 101 questions, il les a ramenées à 40. OK. Alors, on a donc dans ce livre-là 40 questions qui sont posées en classe. Bien, des questions qui sont posées en classe, mais qui sont posées aussi par les philosophes. Oui. Des questions qui concernent autant la vie quotidienne que la vie philosophique, que la vie de l'homme, de l'humain en général. OK. Alors, ça m'a donc réjoui beaucoup de pouvoir répondre en peu de mots, parce que dans mon idée, il fallait que je réponde à ces questions-là avec des courts textes qui varie entre 500 mots et 1500 mots. Puis mon éditeur ne voulait pas que je dépasse, que mon livre s'arrête à 92 000 mots. Okay. Alors, ce n'est plus 101 questions, c'est 40 questions, mais 40 questions qui concernent la vie quotidienne et la philosophie en général. Alors, vous vous êtes commis, c'est-à-dire qu'à travers ce livre-ci, on va comprendre et connaître les idées de Jacques Sénécal. Vous allez connaître les idées de Jacques Sénécal, mais les idées de Jacques Sénécal ne sont pas toujours radicales. OK. Parce que, en tant que philosophe, je ne peux pas trancher tout le temps. Non. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont beaucoup de réponses, puis qui n'ont pas de réponse définitive. Alors, forcément, un peu comme les autres philosophes, je dois terminer en posant la question, qu'est-ce que l'art, par exemple? C'est difficile à donner il y a plusieurs réponses sur l'art. Mais moi, de mon point de vue, est-ce que j'ai bien répondu? Je ne suis pas certain. Mais c'est quand même ma philosophie. Mais le philosophe, le jeu que j'utilise, dans le fond, dans ce livre-là, c'est un peu une vieille branche de l'arbre philosophique. Oui. Tu sais, je représente les philosophies qui m'habitent. C'est pas moi personnellement, mais c'est plutôt moi qui ai été influencé par les philosophes. Oui, puis qui a été forgé à travers une pensée. Oui. Mais je fais allusion aux philosophes, aux plus grands, à ceux qui nous ont précédés, à des philosophes qui sont contemporains. Mais j'essaie de répondre
le plus brièvement possible à des questions qui sont lourdes de conséquences. OK. Donc, qui nous habitent au quotidien, mais qui peuvent aussi nous rendre un peu suspicieux. Oui, alors, oui, il y a des questions puis qu'on n'ose pas toujours se poser parce que elles peuvent être un peu dérangeantes, ces questions-là. Exactement, elles sont dérangeantes, puis c'est des questions qui n'ont pas toujours de réponse, mais c'est des questions qu'on se pose, puis dont on aimerait avoir les réponses. Par exemple, si je vois un plus ça change, moins c'est pareil. Oui, c'est ça. Je trouve ça intéressant, c'est ça. Et puis, la question, en fait, c'est quand on pense, quelle logique on utilise? Parce qu'il y en a plusieurs logiques. Alors, il y a des questions comme ça, je regarde dans l'introduction, qui sont presque, où je pourrais regarder la table des matières, mais par exemple, qu'en est-il de la liberté? L'être humain est-il perfectible? La responsabilité, est-ce innée ou est-ce acquis? La liberté d'expression, c'est un mythe ou une réalité? Qu'est-ce qui nous procure la joie de vivre? C'est une belle question, ça. Ben oui. C'est toutes des questions qui concernent, à mon sens, autant la vie quotidienne. Qu'est-ce que le silence, par exemple? Qu'est-ce que ça évoque chez nous, le silence? Parce que, bien souvent, surtout avec la pandémie, on était confinés, on était seuls. La solitude est difficile à porter, puis le silence est souvent difficile à supporter. Mais sans silence, qu'est-ce qu'on entend? Il faut qu'il y ait du silence. Oui. Puis il faut que ce silence-là soit bénéfique pour nous. Parce que la réalité, finalement, elle garde silence dans un sens. C'est pour ça que je me dis que la vérité, dans le fond, le silence, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette vérité-là? Alors, c'est des questions de ce genre-là qui sont posées à travers les 40 questions. Par exemple, je saute ici par hasard, pourquoi le courage est-il une vertu si admirée? Parce qu'on fait l'éloge souvent de personnes qui ont eu de grands courages, mais le courage, c'est pas juste les grandes personnes, là. Le courage, c'est les gens quotidiens ici. C'est la vie quotidienne. Oui, exact. Dans le fond, on pourrait faire l'éloge de tous ceux qui ont vécu parce qu'ils ont vécu avec courage. On ne peut pas ne pas vivre sans courage. Une question, entre autres. Ensuite, la marche. On devrait marcher davantage. Ah oui? Ça fait du bien. Ben oui. Ça fait du pour bien. L'esprit, pour le corps. Exactement. Pour notre santé. Il y a même un philosophe qui disait je marche, donc je suis. Ah oui, on adore ça. Alors, c'est des questions comme ça. L'idéal, tiens, on a tous un... Quel est notre idéal? L'homme, l'être humain idéal. Les philosophes en posent ces questions-là. Pour les philosophes, l'homme idéal, c'est le sage. Ah oui. Puis le sage, mais ils sont rares. Surtout les sages qui vivent la sagesse. On en parle, mais on ne vit pas la sagesse. Alors, mais nous, dans notre monde contemporain, on a un homme idéal. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme idéal qu'on perçoit aujourd'hui puis l'homme sage tel que vu par les philosophes? Qu'est-ce que c'est qu'un homme idéal pour nous? Bien souvent, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui est connu, alors que le sage, au contraire, il est humble, il est retiré. Alors, c'est des questions Et il peut être aussi très inspirant. Il peut être aussi très inspirant. Il faut le trouver. Oui, parce qu'il s'expose un peu moins. Exactement. Surtout dans... Il y a ici une autre question qui m'a été posée, mais qui est posée aussi par les philosophes. Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on parle ou c'est parce qu'on parle qu'on pense? Ah oui. Ça, c'est... Il faut y penser, quand même. Ça, c'est la question. Est-ce que les idées viennent avant de parler, mais si c'est en parlant qu'on réfléchit? Oui. Alors, dans le fond, ça un pose peu comme la l'œuf question. et la poule. C'est ça. Oui. Ça pose la question aussi de la dichotomie entre l'âme qui a des pensées puis le corps qui parle. Oui. Alors, je réponds à ça.
Là, vous ne nous direz pas tout de votre livre parce qu'on va aller le chercher puis on va l'acheter, votre livre. Ben oui. Il est disponible dans les librairies? Il est disponible dans les librairies, effectivement, depuis la semaine passée. Oui. Je ne connais pas, je ne sais pas encore si ça se vend bien, mais je sais qu'il est disponible dans les librairies. Puis, j'allais dire, on va faire une belle publicité pour Télécap. On est probablement les premiers à qui vous en parler. On est très heureux de ça, d'ailleurs. Donc, vous avez ici réfléchi dans les dernières années. Vous nous avez créé, j'allais dire, un bel outil de réflexion. Aujourd'hui, notre thème, ce qu'on a décidé de discuter ensemble, c'est un thème important, mesdames et messieurs, d'ailleurs. C'est la liberté, M. Sénécal. Oui. Au fil des années, au fil de vos lectures, au fil de votre propre vie aussi, c'est quoi votre définition de la liberté? Parce que je suis certaine qu'il y a des similitudes avec la mienne, puis peut-être qu'il y a des différences en lien avec la liberté. Je vous écoute. Mais je peux répondre rapidement, mais je ne peux pas répondre rapidement. Bon. Je préfère expliquer. On vous écoute. Je préfère expliquer. Oui. D'ailleurs, le thème de la liberté, c'est fou à dire parce que ça a été une obsession chez moi depuis 40 ans. Ah oui? Oui. J'aurais voulu écrire un livre sur la liberté. Mais il y a tellement de choses à dire que j'ai des milliers de pages de documents. Mais je n'arrive pas à coordonner tout ça. Tellement c'est complexe. Mais j'en parle quand même beaucoup à 3-4 reprises, à propos de 3-4 questions dans ce livre-là. Mais je vais quand même commencer par un petit résumé. Allez-y. En fait, je peux dire qu'il y a 3 manières d'aborder la liberté. D'accord. Il y a la manière, il y a celle qu'on appelle la liberté de la volonté, ce qu'on appelle communément le libre arbitre. OK. Avoir du pouvoir un peu sur ce qu'on est. C'est le choix entre le bien et le mal. OK. Le libre arbitre, dans le fond, c'est une vieille approche de la liberté. Okay. C'est médiéval. Mais on a conservé ce terme-là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Personnellement, je l'utilise très rarement, le mot libre arbitre, parce que ça concerne la liberté de la volonté. Puis la volonté, c'est un désir de l'âme. Puis l'âme se distingue du corps. Ce qui n'est pas ma philosophie. Je ne suis pas un dualiste dans ce sens-là. Je ne vois pas en quoi l'âme se séparerait du corps, puis que la volonté, qui serait une part divine en nous, aurait le choix entre le bien et le mal. Okay. Alors, le libre arbitre, c'est une approche de la liberté, mais moi, je trouve que c'est une approche médiévale, une approche de théologien. Okay. C'est une approche, donc, qui n'a plus cours aujourd'hui. Et d'ailleurs, dès le 16e siècle et le 17e siècle, le siècle des Lumières, on s'est distancé du libre arbitre. On a surtout parlé du pouvoir. Tu sais, Voltaire, par exemple, disait « La liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, c'est de pouvoir faire ce que je veux. » C'est le pouvoir. Alors moi j'aborde la liberté surtout en termes de pouvoir. On a un organisme, une morphologie qui a des capacités, des potentialités, des performances qu'il faut utiliser pour pouvoir réaliser ce que j'appelle la liberté. Un peu comme l'oiseau qui a des ailes, mais il peut voler. Puis non seulement il peut voler, il a même le droit de voler. Si on le met dans une cage, mais on l'empêche de faire de réaliser finalement sa morphologie ou ses capacités ou ses performances. Un poisson qui ne nage pas, c'est un poisson qui n'existe plus. Alors, un être humain qui ne réalise pas son pouvoir de réfléchir, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour réfléchir, qui n'utilise pas son pouvoir de douter, son pouvoir de s'exprimer avec raison, mais c'est de s'exprimer avec un langage, avec une conscience. Cet homme-là, cet être humain-là qui ne peut pas faire ça, mais il n'est pas libre. Être libre, c'est donc réaliser ses propres potentialités. Il y a une autre manière aussi de voir la liberté, qui est plus orientale, celle-là, que j'aime beaucoup. J'appelle ça la notion de liberté comme libération. La liberté, ça n'existe pas, disent-ils, mais il faut se libérer de l'illusion qu'on a de la cette liberté. liberté. De cette liberté.
Donc, il faut se libérer de l'égocentrisme, il faut se libérer de l'ego, il faut se libérer du moi qui est une structure toute faite par l'éducation, par la culture, par l'environnement social. Oui. Le moi, dans le fond, n'existe pas. D'autant plus que les Orientaux parlent d'impermanence. Oui. Alors forcément, ce moi-là, ben, il ne vaut pas grand-chose. Il faut donc s'en libérer. Et dans ce sens-là, voir la liberté comme une libération, mais c'est pas donné à tout le monde d'être libre. Parce que c'est difficile de se libérer de nos propres déterminismes, de nos propres dépendances. Oui. Alors, ces trois manières d'approche, ces trois approches-là, libre arbitre, pour moi, c'est dépassé. Oui. La libération des Orientaux, c'est exaltant, mais c'est très difficile d'y accéder. Oui. Alors que la liberté, telle que je le vois, comme pouvoir, oui. comme réalisation de ses propres potentialités, mais ça, c'est plus réaliste. Puis, il faut le faire avec conscience, sachant très bien qu'on est déterminé, qu'on a des préjugés, qu'on a des idées reçues, mais qu'on est capable de réfléchir, qu'on est capable d'en prendre une certaine distance, puis de les remettre en doute. Alors, tout ça, c'est une forme de liberté, c'est une réalisation de liberté. Alors, c'est donc très important pour moi, être humain, puis être libre. Donc, pouvoir s'exprimer. La liberté d'expression, c'est en quelque sorte la réalisation de cette liberté-là. C'est pourquoi, dans ma tête à moi, le mot liberté, le thème de la liberté a une très grande importance. Est-ce que vous croyez, M. Sénécal, qu'on peut être libre et être, par exemple, parce que j'ai plusieurs questions en lien avec vos définitions, est-ce qu'on peut être libre et être en prison, en détention? C'est une drôle de question, oui, hein? C'est-à-dire que notre liberté est drôlement... Parce qu'il y a toujours... même l'être prisonnier, oui. Le prisonnier peut quand même avoir un certain pouvoir. Oui. Le simple pouvoir de réfléchir. Le simple... C'est entendu que tu ne peux pas réaliser des actions à l'infini, mais il y a quand même cette liberté-là de pouvoir réfléchir, de pouvoir dire non, de pouvoir remettre en question, de pouvoir se distinguer. Bref, il y a encore de la liberté, il y a encore ce pouvoir qui nous est donné par le langage, par la raison, par la prise de conscience de nos sensations, oui. la prise de conscience de nos impressions. Délit qui a été commis aussi. Oui. Donc, c'est aussi une prise de conscience importante. Oui, exactement. Et de choisir d'avoir des comportements adaptés dans les prisons pénitentiaires aussi, au lieu de faire est-ce que je peux, par exemple, il poserait la question, est-ce que je peux m'épanouir? Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je peux oublier ou je sais pas, analyser ce que j'ai fait, ce dont pourquoi je suis ici? Je connais justement des prisonniers qui ont même fait des meurtres, puis qui sont sortis aujourd'hui, puis qui sont devenus des hommes libres, puis des hommes brillants, des hommes attachants, inspirants. Je pense à un monsieur Dunn, par exemple, que j'ai rencontré à quelques reprises. Il a fait de la prison, mais il n'a pas perdu sa liberté. Mais il y en a qui perdent leur liberté. Il y en a qui, non seulement la perdent-ils au point de vue physique, mais ils la perdent au point de vue rationnel, ils la perdent à tout point de vue. C'est malheureux. Mais pour répondre à votre question, oui, même en prison, on peut garder ce pouvoir de réfléchir, ce pouvoir de douter, ce pouvoir d'analyser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est en 2024, là, est-ce qu'on peut penser que dans notre société en général, ici, dans les différentes MRC qu'on couvre, au Québec, à Québec, j'allais dire au Canada, on est beaucoup plus libre qu'on était avant? On va se donner quelques secondes de réflexion. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'être humain en général. Oui. L'être humain en général, il a ses capacités de liberté. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que nous vivons, pas juste ici au Canada, mais puisqu'on parle du Canada, on peut en parler, mais on peut dire que en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde, la propagande, la publicité, elle est super déterminante.
À tel point que je me dis, nous ne sommes plus des citoyens libres, nous sommes des consommateurs. Et ça, être consommateur, ça veut dire que j'obéis à des slogans, à des dictats. Je dois m'acheter telle chose parce que c'est dans l'air du temps, c'est la mode. Alors ça rétrécit beaucoup notre capacité de réflexion parce que ça l'élimine, dans le fond, ça évacue nos capacités de réfléchir quand on devient des simples consommateurs. Je peux répondre comme ça, mais je peux répondre d'une autre manière aussi. Mais je pense que celle-là vise plus juste, à mon sens. En lien avec la capacité d'avoir un peu de pouvoir, justement, sur ce qu'on décide de consommer, comment on veut le consommer, de quelle façon on veut le consommer. Alors, on est un peu pris à partie, là. On est pris. Oui, c'est ça. On est pas mal pris à partie. Ouais. Puis finalement, la liberté qui nous reste, c'est peut-être le choix entre tel type de vêtements ou tel autre type de vêtements. Mais la mode, encore une fois, nous oblige à choisir, mais entre des types de mouvements, entre des types de vêtements qui sont à la mode. On ne peut pas choisir n'importe quoi. On suit une mode. Tu vas t'acheter, par exemple, des lunettes, mais il y a une mode là-dedans. Tu vas chez le coiffeur, il y a une mode là-dedans. Ouais. Puis il y a des modes partout. Alors, moi, je pense que, comme consommateur, notre liberté est réduite. Puis, malheureusement, peu de gens, consommateurs, consommatrices, réfléchissent de cette manière-là. Au contraire, être consommateur, c'est vivre librement. C'est préférable d'acheter plutôt, ça coûte moins cher de les magasiner que de consulter un psychiatre. Ah oui, hein? Alors... c'est moins confrontant, en tout cas. Oui. Puis est-ce que cette liberté-là, on pense, on croit qu'on est libre lorsqu'on consomme ou on surconsomme? C'est ça, on a l'illusion. Oui. L'illusion de liberté, c'est ça qui est grave. C'est que la liberté que j'essaie de définir est très loin de l'illusion de la liberté. Ce n'est pas parce que j'ai le choix entre tel ou tel vêtement que je suis un homme libre. Je suis un homme libre, un être libre, parce que je réfléchis, je pense, je doute, je peux même changer ma manière de vivre. Moi, j'aime beaucoup le mouvement qui est hélas moins à la mode aujourd'hui, mais il a été un temps, quoique c'est un mouvement qui a changé de nom, qu'on a appelé la simplicité volontaire. Oui. C'est-à-dire, on revient en fait un peu au vécu des épicuriens, comme j'en parlais la dernière fois. C'est-à-dire, j'essaie de combler mes besoins naturels et nécessaires. Pourquoi pas, de temps en temps, des besoins naturels et non nécessaires. Ouais. Mais éviter autant que possible les besoins non naturels et non nécessaires, puisque leur satisfaction est illimitée. Ouais. Mais nous vivons surtout en tant que consommateurs, on vit surtout à satisfaire des besoins non naturels et non nécessaires. Alors, moi, je me dis que la simplicité volontaire nous apporte plus de liberté, puisque on n'est pas illusionné par les objets qu'on doit consommer. Puis on n'est pas illusionné par cette espèce de liberté illusoire, je ne vois pas d'autres mots, là, qui règne dans les grands centres d'achat, par exemple. Oui. Alors, il y a donc une différence de comportement à avoir en tant qu'être humain, homme, femme, peu importe les couleurs de peau, entre la capacité, le pouvoir que j'ai de réfléchir, d'analyser, de douter, de prendre conscience et de me distraire totalement, de m'évanouir, de m'évader dans la consommation qui risque beaucoup d'évacuer nos capacités de réfléchir, notre liberté finalement. Vous avez parlé des centres d'achat qui sont de moins en moins... En fait, il y a de moins en moins de monde dans les centres d'achat, je vous confirme ça, M. Sénécal, puisque les achats en ligne se font assez rapidement avec un téléphone, là, un ordinateur, vous le savez. Raison, on fait un petit, on se couche un peu, puis on se dit, oh, mon Dieu, que c'est bien le fun, ces publicités-là. Il me semble que j'aurais donc besoin d'une nouvelle paire de bottes, hein, ou un petit foulard, ou un petit quelque chose. Puis c'est pas trop compliqué. Même nos numéros de carte de crédit sont déjà inscrits. C'est assez rapide, tout ça. Donc, vous avez parlé de l'achat, de ce désir-là, mais
puis de simplicité volontaire. Donc, j'y arrive, je sens, moi, une certaine tendance, peut-être l'avez-vous aussi senti, à travailler sur des échanges en lien avec les vêtements, par exemple. Vous avez parlé des vêtements tout à l'heure. On a des friperies. Alors, on donne des deuxièmes vies, je trouve, à des objets. Est-ce que ça veut dire qu'on est un peu plus libre? Moi, je pense qu'on fait des actions très bénéfiques quand on va à l'encontre du système en place. Oui. Friperie est un exemple. Oui. Il y a aussi des villes en transition. Mm-hmm. Il y a certaines villes européennes, par exemple, on empêche le pétrole. Ça fait déjà 20 ans que c'est commencé. Il y a des initiatives qui sont élogieuses. Oui. Parce que on respecte la nature, puis on se remet en question. Oui. Puis se remettre en question, c'est encore une fois, une liberté active. C'est vraiment une réalisation de la liberté, se remettre en question. Ça, j'applaudis à ça. Mm-hmm. Mais n'empêche que acheter en ligne, c'est comme acheter au centre d'achat, sauf que tu te déplaces. Mais c'est encore plus rapide. Oui, exactement. C'est encore plus rapide. Puis, on fait attention. Puis l'illusion de la liberté est encore plus forte. Oui. Ouais. J'en ai besoin, c'est Ouais, rapide. ouais. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui se font, mais il y a des initiatives aussi qui sont complètement théâtrales. Oui? Comme par exemple, quand on parle de développement durable. On aime ça, ce terme-là. On n'utilise plus le mot développement sans mettre durable à Ouais. côté. Mais quand on pense que ce développement durable-là, qui nous vient du rapport Brundtland, qui est une Suédoise, qui a écrit son rapport en anglais, qui est Development Sustainable, quelque chose comme ça. Ouais. Si on le traduit correctement en français, dans le fond, ça devient une exploitation acceptable. Oui. Une exploitation. Parce que le développement d'une forêt, ça grandit, ça ne rétrécit pas. Hein? Alors, le mot développement en français... Il faut nuancer un peu. Là, Il y a plusieurs Ouais. significations. Ça serait préférable de dire exploitation. Le développement durable, dans le fond, ça passe bien. Mais quand on regarde comme il faut derrière les mots, ça veut dire quoi? Exploitation durable? Développement durable, c'est une exploitation. Et l'exploitation veut dire qu'il y a un aspect mercantile. Il Ben faut faire de oui, l'argent, il ben faut oui. rentabiliser. Ben oui. là. Puis on parle de capitalisme Oui, vert. oui. On parle d'éco-responsable. Oui. On parle de tourisme écologique. On utilise toutes sortes de mots. On parle même d'écosystème. Un écosystème, c'est un terme écologique. Mais on en parle à propos de tout. Puis je pourrais donner une liste très, très longue, là, où on se donne l'illusion de faire quelque chose pour changer nos rapports vis-à-vis de la nature, mais finalement, tant qu'on reste dans un système d'exploitation comme celui dans lequel on vit, bien, je ne sais pas si on va en venir à bout. Je pense qu'il va falloir en faire plus. Puis, malheureusement, c'est peut-être un peu pessimiste de ma part de dire ça, mais je pense qu'on va vraiment changer quand on va frapper un mur, quand on va souffrir. Mais pour le moment, on n'en souffre pas. On n'en souffre pas. Puis, en plus de ça, ici, particulièrement au Québec, il n'y a pas de grands dommages comparativement moi, à la France ou à l'Europe, où ils ont des inondations, des sécheresses, des feux de forêt. Ici, il y en a, mais c'est loin. On les ressent On les un ressent. peu. On les ressent. On sent que ça s'en vient, on dirait. Faudrait ça que s'en vient. l'illusion de penser que ça n'arrivera pas. On dirait qu'elle est moins grande. Oui, ça s'en vient. Puis en plus de ça, mais ces espèces de perturbations écologiques sont abstraites pour nous. Tu sais, dans notre vie quotidienne, on n'est pas dedans, à part certaines personnes là, qui les vivent pour vrai, mais encore là, quand ces personnes-là vivent des inondations, ils disent, bon, ben ça arrive une fois par 100 ans, c'est pas si pire, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques, de climato-négationnistes qui, encore, mais même si c'est sorti des années 90, cette espèce de mouvement anti-écologique, mais il y en a encore beaucoup. J'en connais personnellement qui vont dire, ben c'est arrivé en 1920. Alors, forcément, c'est normal que ça arrive aujourd'hui. Oui. Hein, il n'y a pas de changement véritable. Mais on est un peu tiraillé, de manière générale, entre un avenir noir, un avenir dur, un avenir difficile, puis finalement,
peut-être qu'on s'en fait trop. Oui. Peut-être qu'on est trop alarmiste. On est trop près. Trop alarmiste. Mais on devrait quand même prendre ça plus légèrement. Continuer la vie comme avant. Oui, puis pas trop se soucier, puis pas trop Ouais. réfléchir. Parce que c'est confrontant de confronter nos préceptes, ce sur quoi on s'est basé depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, puis de continuer notre réflexion. Puis puisqu'on parle justement de liberté, on parle de responsabilité aussi. Puis ça va ensemble, ça. Oui. Tu sais, quand je réfléchis, je suis responsable de mon action. Oui. On n'est pas tout seul, on vit en société, on élit des hommes qui nous représentent, puis ils n'ont pas l'air aussi alarmés que la majorité. D'ailleurs, il y a même des manifestations de jeunes, et je les comprends, des manifestations de jeunes qui réclament, de la part des politiciens, de ceux qui ont une autorité, de prendre leurs responsabilités. Alors, la responsabilité, c'est-à-dire prendre leur liberté, prendre leur pouvoir pour réaliser, en fait, des actions concrètes. Des choses concrètes, là, des attitudes, puis mettre des moyens pour arrêter certains types d'exploitation. Vous avez un peu parlé de politique. J'ai envie d'aller vers la liberté politique. Si on voit une ouverture, une grande... Donc, vous avez parlé de pouvoir, donc liberté, pouvoir et responsabilité. Est-ce que aujourd'hui, maintenant, dans les années 2000, on est un peu plus libre de choisir nos partis politiques ou on est un petit peu plus libre au niveau politique? Je fais un peu de la genèse. On a plusieurs partis qui nous représentent. Je pense qu'on a ici, un peu comme ailleurs, tout ce qui relève des villes, puis des villages. Une représentativité plus grande, j'ose croire en tout cas, qu'il y avait avant. Est-ce qu'on peut se dire, c'est une grande question encore une fois, mais est-ce qu'on peut se dire plus libre au niveau politique, que ce soit à petite et à grande ou à moyenne échelle? Moi, je pense que oui, vous avez raison. C'est quand on voit la liberté dans ce sens-là, nos capacités, notre pouvoir de faire des élections, même non seulement de faire des élections, mais d'aller au centre, voir nos élus municipaux. Oui, les conseils municipaux. D'aller au conseil. Oui. C'est plus difficile, évidemment, plus on monte dans le pouvoir, plus c'est difficile de les rencontrer. Mais on a de la chance, nous, particulièrement au Canada, au Québec en particulier. Je compare avec les États-Unis ce qui se passe là. Tu sais, quand tu dis que Mme Harris a déjà 1 milliard à dépenser pour sa campagne. La campagne électorale aux États-Unis va coûter 10 milliards. Alors, tu sais, c'est pas ça de la démocratie. Non. C'est pas ça de la démocratie. Alors, parce qu'on parle de démocratie, là. Alors, des démocraties, c'est justement de mettre des idées en marche, c'est le pouvoir de faire au peuple. des débats. C'est le pouvoir au peuple. C'est le pouvoir au peuple, puis c'est d'être en contact le plus facilement possible avec le peuple, avec ceux qui nous représentent. Exact. Mais c'est de plus en plus rare à travers le monde. C'est ça ça, c'est encore un autre problème qui est un autre signe d'une métamorphose dans notre civilisation. Où est-ce qu'on s'en va? Quel genre de civilisation vont vivre mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? Est-ce qu'on va vivre sur des régimes autoritaires? Je souhaite que non, ardemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a effectivement plus de liberté qu'il y a 50 ans. Moi, je me souviens du pouvoir religieux qui tenait tout le monde à obéir. Aujourd'hui, on s'est défait de ça, heureusement. On a un État laïque, on peut choisir la religion qu'on veut, mais aussi, c'est pas nécessaire d'être catholique pour pouvoir être instruit. Alors, c'est des signes de liberté politique indéniables. Puis j'applaudis pour ça. Oui. Mais en même temps, je me dis, il faut les conserver. Puis il faut être vigilant pour conserver ces attitudes-là, ces pouvoirs-là. Parce qu'il y a de l'autoritarisme qui s'en vient. Puis on dirait que les gens, en général, je m'avance peut-être un peu,
les gens en général, dans le monde entier, s'accommodent d'un certain autoritarisme, s'accommodent de l'obéissance. Moi, ça m'a... Vous, ça vous dérange? Je trouve ça très intéressant. Puis ce mot-là, je veux le reprendre d'ailleurs, c'était ma prochaine question. Le mot obéissance, en tout cas pour moi, il fait référence à tout ce qui relève de l'autorité religieuse. Ben oui. Est-ce qu'être obéissant est en contradiction avec le mot liberté? Est-ce que l'obéissance, ce n'est pas de la liberté? Bien, c'est entendu qu'on peut toujours choisir, puis choisir avec conscience d'obéir à certaines lois, ça va de soi. Oui. Il faut quand même vivre ensemble. Oui. Il faut quand même avoir une communauté qui soit dans l'ordre, qui se fasse dans l'ordre. Alors, dans ce sens-là, l'obéissance est acceptable. Mais obéir sans réfléchir, là, moi, quand je dis, par exemple, il ne faut pas que je dépasse telle limite de vitesse, mais je sais très bien que c'est pour le bien commun. Oui. Alors là, vous allez être obéissant. Ben, je sais très bien que c'est pour l'ordre l'ordre de la société. Je vais être obéissant, puis je le fais de manière rationnelle. Consciente, analytique. Oui. Sauf qu'il y a des religions ou des idéologies où tu n'as pas à réfléchir, c'est comme ça. Alors, t'obéis ou ben non, tu t'en vas en enfer. Oui. Ça, c'est un peu radical, c'est un peu simple. Hein? Puis, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard quand on parlera de la vérité. Oui. Mais bien souvent, on aime, de manière générale, on aime que la vérité ou que l'autorité ou que le pouvoir soit supra-humain, qui nous dépasse, pour justement qu'on n'ait pas à se poser des questions sur notre propre pouvoir. Le pouvoir, c'est quelqu'un d'autre. Il est en haut. Ouais. On a juste à obéir. Ouais. On n'a pas à réfléchir. Ça, c'est une tendance dangereuse. Oui, on aime moins ça. J'aime moins ça. OK, d'accord. Puis autant que le fait parfois qu'un type de pouvoir peut être un peu insidieux, on ne veut pas nécessairement être des marionnettes, là. Non. Ouais. Non, c'est ça. OK. Alors, j'avais une autre question, toujours en lien avec notre thème qui est la liberté. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les femmes, puis là, on fait attention, là, mais que les femmes sont plus libres qu'avant? Ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Oui. Ça va de mieux en mieux. Il y a encore du travail à faire. Oui. Mais est-ce que vous pensez ça que... va de mieux en parce qu'on mieux. a parlé des hommes en général. Moi, Ouais. j'ai envie de vous parler, parce que je suis un peu féministe dans l'âme. Est-ce que les femmes sont plus libres maintenant qu'elles l'étaient avant? Ah oui, ben oui, c'est sûr et certain. Même que, moi, je prends toujours cet exemple-là. Moi, quand je me suis marié en 1963, Oui. il a fallu que j'aille chez le notaire pour que ma femme puisse signer des chèques. Ah Tu sais, oui, hein? Parce que quand tu passais pour le notaire, il y avait un système... là, Un protocole qui faisait que la femme devait obéir à son mari. Alors, Puis, par exemple, juste pour préciser, si on s'était mariés ensemble il y a plusieurs décennies, je me serais appelée Madame Jacques Sénécal. Exactement. Hein? Et mon pouvoir, en fait, ma liberté, c'est d'appartenir à M. Exactement. Sénécal. Ça, C'était ça. Puis ça fait pas 200 ans Non, de c'est ça. en 1963. Oui. Je vous donne C'est cette hier, date-là. ça, c'est hier. Mais en 75, Oui. 12 ans, c'est combien d'années plus tard? En 75. Oui. C'est Oui. même pas... Oui, mais c'est ça, 63, 75, 72 ans. C'est Oui. 12 ans, Oui. hein? C'est ça? Oui. 12 ans plus tard, il y a une charte de liberté au Québec Ouais. qui nous dit clairement que les hommes et les femmes sont égaux. Tu sais, c'est un gros changement en 12 ans, Oui. ça. Puis évidemment, c'est écrit sur papier, c'est pas encore la réalisation, mais c'est déjà quelque chose, c'est quand même une avancée. Puis c'est une avancée qui, à mon sens, est celle de la raison, parce que les femmes, ça faisait longtemps, ça faisait 200 ans qui manifestaient pour avoir un droit d'égalité avec les hommes. Puis ce n'est qu'en 1975 au Québec que les femmes l'ont eu sur papier. Ouais. Mais, puis c'est des hommes qui étaient à l'Assemblée nationale, mais ils se sont dit, elles ont raison, c'est la raison, dans le fond, qui nous oblige à considérer l'égalité des hommes et des femmes. Puis, à partir de ce moment-là, bien, il y a eu plusieurs lois. Puis, il y a eu plusieurs lois, mais c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours des préjugés, il y a toujours des attitudes misogynes qui persistent à tous les niveaux.
dans toutes les cultures, mais même, je parle ici au Québec, à tous les niveaux, il y en a de la misogynie, mais les femmes doivent se battre, mais il y a quand même, je dirais, une belle progression qui s'est faite. Elle s'est faite non pas de manière révolutionnaire, elle s'est faite tranquillement, mais elle se fait. Puis aujourd'hui, il y a certains partis qui luttent pour qu'il y ait parité. Puis dans d'autres pays européens, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont au pouvoir. Je ne sais pas si les autres sont pour la parité, mais en tout cas, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont au pouvoir. Puis, il y a les sports, par exemple. De plus en plus, les femmes ont accès au sport. Mais il y a encore des idées, des préjugés, des préjugés culturels et religieux qui interdisent, qui bloquent, Mais n'empêche que de manière générale, la progression se fait, puis elle se fait au bénéfice des femmes la plupart du temps. Au bénéfice des femmes, puis au bénéfice des jeunes qui s'en viennent aussi. Moi, c'est mon point de vue. Je suis content de ça. Oui. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais féministe. Moi, j'ai 6 sœurs. Ouais. Puis mes 6 sœurs avaient autant de droits que moi d'aller à l'école, d'aller à l'université. Puis je faisais la vaisselle comme eux autres. Ouais. Puis on était chez nous égalitaristes. Puis je suis content aujourd'hui qu'on le soit encore plus. Puis qu'on le soit de manière politique. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis est-ce qu'on avait déjà des pouvoirs, j'allais dire, les femmes avaient du pouvoir dans leur propre maison, mais l'exprimaient et ne pouvaient pas nécessairement l'avoir à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas s'acheter, par exemple, une maison ou s'acheter... Donc, le pouvoir de consommation n'était pas présent, mais dans les maisons, là, il y avait, je ne veux pas dire des germaines, mais il y avait du monde, des femmes qui géraient la maisonnée quand même, parce que ça fait partie de notre ADN. D'être capable de gérer un peu. Souvent, elles étaient obligées de faire ça parce que la mairie n'était pas là. La mairie était partie bûcher ou ils travaillaient... Enfin, ça n'a pas été le cas de mon père qui était présent, mais dans plusieurs familles, le père était absent. Puis c'était à la mère, justement, de faire la gestion de la maison, de faire la gestion de la maison de A à Z. Là, autant la comptabilité que les lavages de couches. Oui, exact. Elle faisait tout. Oui, partir le poêle, faire à manger, tout ça. Là. Oui. Moi, ma mère, elle en faisait beaucoup. C'est malgré que mon père était quand même présent, ma mère en faisait beaucoup. Puis c'était normal. C'était vu comme si c'était réglé c'était naturel, c'était fluide, c'était comme ça. On ne se posait pas de questions. Non, on se posait pas de questions. Est-ce que vous faisiez pointer du doigt un peu parce que c'était différent dans vos maisonnées? Non, pas vraiment. Okay. Pas vraiment, mais non, pas vraiment. J'étais peut-être trop jeune pour aller écornifler chez les voisins. Là. Mais chez nous, en tout cas, j'ai toujours senti cette égalité-là. Puis ça s'est réalisé, effectivement. On revient toujours à notre thème de liberté, de pouvoir. Est-ce que vous croyez, parce qu'on accueille depuis plusieurs décennies des gens de d'autres cultures, je trouve que notre Québec, notre Canada change et c'est très heureux de pouvoir accueillir des gens de différentes nations, entre autres. Nos propres nations doivent aussi rayonner. Est-ce que vous pensez que nous sommes, puis c'est un peu délicat assurément là, comme réflexion, mais est-ce que nous sommes aussi libres de les accueillir? Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent dans une terre d'accueil où la liberté est présente? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que plusieurs citoyens du monde qui viennent d'Afrique ou d'Asie tiennent à venir au Canada ou au Québec, parce que c'est entendu que c'est bon y vivre. Ouais. Même davantage qu'aux États-Unis, de plus en plus. Avant, c'est les États-Unis qui étaient le pays de rêve, mais là, maintenant, ça l'est encore, mais avec tout ce qui se passe... Ça s'étiole un peu, Ça s'étiole un peu. C'est le Canada, puis d'autant plus que Justin Trudeau a déclaré que le Canada est un pays post-national, est un pays multiculturel. Alors, forcément, c'est très attrayant pour tous ceux qui viennent ici, tous les immigrants qui viennent ici, c'est très attrayant d'atterrir au Canada.
Mais il y a un problème chez nous au Canada, c'est qu'il y a un Québec. Puis il y a un Québec qui parle français. Puis il y a une langue qu'on veut préserver contre l'anglo-saxon, contre l'anglais qui prend toute la place là, à travers le monde. Alors, on veut conserver justement cette langue-là. Puis le seul endroit où on peut vraiment le faire, c'est au Québec. Alors, forcément, les immigrants qui viennent ici sont contents de venir dans une terre nouvelle, dans une terre d'accueil qui est ouverte, qui est libre. Mais ils ont l'obstacle, d'une certaine façon, pour certains, c'est un obstacle, d'apprendre une langue qu'ils ne connaissent pas du tout, bien souvent. Parce qu'on baragouine l'anglais un peu partout, mais on ne baragouine pas le français un peu partout. Donc, il faut l'apprendre. C'est un effort supplémentaire. C'est un effort supplémentaire. Mais pour une liberté intéressante, quand même, pour un mode de vie qui est heureux. Mais les Québécois, eux, souhaiteraient bien que ces immigrants-là apprennent le français, puis qu'ils deviennent Québécois de par leur nature, qui acceptent, qui adoptent la québécitude. Oui. Sauf que ça, c'est là le problème. C'est qu'il y en a plusieurs qui viennent ici puis qui disent, bon, ben c'est pas nécessaire de parler le français, parce que le français, dans le fond, ça ne nous fait pas vivre plus qu'il faut. C'est l'anglais qui nous fait vivre. Alors, il y a donc un problème ici, local, quand je dis local au Canada, qui est particulier. Puis un problème particulier au Québec, puis c'est pourquoi je trouve que c'est une bonne initiative de faire en sorte que les immigrants aillent en région, qui viennent à Trois-Rivières, qui viennent à Nicolette, qui viennent... parce que Saint-François-du-Lac, un peu partout. Parce qu'à ce moment-là, ils apprennent le français, puis le français est utile. Oui. Ils le vivent au quotidien. Oui. Ils le vivent. Au dépanneur, ils le vivent. C'est ça qui est bon. Oui, exactement. C'est ça qui est bon, parce qu'avant, il n'y a pas tellement longtemps, ils se regroupaient dans des ghettos à Montréal, presque. Puis la chance qu'ils avaient de parler l'anglais, d'aller en Ontario, d'aller plus à l'ouest, c'était une chance pour eux autres, alors que maintenant, il faut dire que ceux qui viennent au Canada, ils n'en peuvent plus de rester chez eux. Ils viennent ici parce qu'ils demandent asile. C'est presque des réfugiés politiques. Alors, forcément, pour eux autres, c'est une terre de liberté. Oui. De liberté. Puis même s'ils viennent à Bécancour, c'est encore la liberté. Tout à fait. Mais, puis ils se rendent compte que parler français, c'est utile ici. Alors qu'à Montréal, c'est peut-être pas si utile que ça. C'est ça le problème. Mais de manière générale, moi, je suis bien d'accord. De toute façon, avec le nombre on est presque 9 milliards d'habitants dans le monde, puis avec les troubles climatiques, c'est normal que ça déborde. C'est normal que les pays les moins populeux soient attirants pour des pays comme le Nigeria où ça déborde. Il y a trop de monde. L'Égypte, il y a presque 90 millions de personnes là. Alors, il y a des pays où c'est pénible de vivre sa vie d'être humain. Alors, ils sont obligés de se réfugier. Puis, ils le font difficilement. Pour eux autres, c'est difficile de faire ça. Mais quand ils viennent au Québec ou au Canada, bien, c'est une belle terre d'accueil, c'est une terre de liberté. Puis, ici, en plus de ça, bien, ils ont une spécificité particulière parce qu'ils ne sont pas anglophones, ils apprennent le français. Puis, moi, je vois ça comme une marque de... je sais pas moi, un bond de plus. Oui, une reconnaissance. Une reconnaissance de plus, puis un avantage pour eux. Est-ce que vous croyez que nos aînés sont libres? Ça dépend de ce qu'on entend par aîné, quel âge vous voulez dire. Nos retraités jusqu'à la fin d'une vie. Ouais. Est-ce que vous croyez que nos aînés sont libres? Moi, je pense que les personnes qui ont plus de 65 ans, qui prennent leur retraite, sont en bonne santé longtemps, sont libres s'ils le veulent bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais déjà écrit dans des revues en m'adressant justement aux retraités,
c'est le temps pour vous autres d'être moins consommateurs qu'avant, d'être moins assujettis. Puis pourtant, c'est pas ça qu'on se dit. Quand on se dit, ben mon Dieu, ça me prend tant d'argent pour ma retraite parce que, justement, il y aura plus j'aurai plus de gains, ben là, il faut que je sois capable de consommer parce que j'avais pas le temps avant. J'avais des sous, mais j'avais pas le temps. Là, si je suis retraitée, ben j'ai le temps. Bon, est-ce qu'on a de l'argent encore ou pas, hein? Parce que il me semble qu'on surconsomme parfois. Oui, on surconsomme, mais n'empêche que moi, j'ai remarqué, mais encore, il n'y a pas de données statistiques, en tout cas, j'en connais pas, de données statistiques où il est clairement dit, où il est clairement présenté, où les aînés sont moins consommateurs que ceux qui n'ont pas pris la retraite. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, en tout cas, j'en connais pas. Mais mes rapports avec les aînés, j'en ai eu beaucoup, autant à Montréal qu'à Trois-Rivières qu'ici, sur la Rive-Sud. Moi, je trouve que ceux qui sont retraités sont moins obsédés par la consommation, puis ils prennent plus le temps de vivre, puis ils commencent à comprendre. On commence, parce qu'on était tellement actifs quand on était jeunes, à l'âge de la retraite, on commence à savourer. On commence à savourer la vie, notre santé, puis aussi la vie telle qu'elle est, sans nécessairement se vautrer dans les magasins ou d'acheter des choses en ligne. Il me semble qu'ils deviennent plus sages. Oui. Puis quand tu deviens plus sage, mais forcément, ta liberté se réalise davantage. Oui. Alors, la sagesse, la liberté, pour vous, vous y voyez un lien. Oui, Oui. Oui, puis la responsabilité aussi, c'est important. C'est toujours lié à la liberté, mais c'est entendu que la sagesse et la liberté, ça va de soi. Mais encore là, ça dépend de ce qu'on entend par liberté, parce que le sage, lui, se libère de tout. Oui. Essaie de se libérer de tout. Mais ça reste, le sage reste toujours un horizon. Un horizon. Il y a certains qui l'atteignent. J'en parlais la semaine passée, ou enfin la dernière fois où on s'est rencontrés. Il y a des gens qui quittent tout pour devenir des sadhus, des ermites, des itinérants, vivre du moment présent. Mais ils sont rares, ceux-là. Mais ils le font pour la sagesse, et pour la liberté, puis pour vivre le moment présent, pour vivre, pour employer un terme bouddhiste, pour vivre leur samsara, leur vie impermanente, puis de se nettoyer de tous les défauts, puis de toutes les impuretés que la société qu'elle nous expose. Là. OK. Alors, si on est un peu vers la fin de notre émission en lien avec la liberté, si on avait une image ou quelque chose qui nous amène vers j'allais dire une pérennité de la liberté, qu'est-ce qu'on pourrait exprimer aux téléspectateurs, téléspectatrices en se disant « Soyez libres », on peut nommer ça, la liberté, ce que c'est, vous avez précisé quelques définitions, c'est d'avoir un peu de pouvoir, en tout cas le plus de pouvoir possible sur notre vie, en lien avec ce qu'on incarne dans notre corps. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de liberté dans les prochaines années, prochaines décennies, pour nos MRC, pour le Québec en général? Moi, je pense toujours que le système économique qui est très prédateur doit être transformé. Oui. Parce qu'actuellement, il est obligé de nous obliger à la consommation, puis il est obligé de faire du marketing, c'est-à-dire de la propagande, de la publicité, appelez ça comme vous voulez. On est envahi par cette publicité-là. Puis, on vend des choses, par exemple, les voitures, c'est des grosses voitures, c'est des camions, c'est des... Avec beaucoup de technologie. Avec beaucoup de technologie. Moi, je pense que c'est le système économique qu'il faudrait transformer. Et là, à ce moment-là, l'homme serait moins dépendant de l'environnement, de cet environnement publicitaire ou propagandiste. Puis il serait plus libre, parce que la liberté, ça va aussi avec une certaine solitude, ça va aussi avec le silence, ça va aussi avec une vie intérieure qui
qui est un véritable trésor. Ouais. Mais on n'est pas tous prêts à ça de la même façon non plus, M. Parce Sénécal. qu'on est toujours occupé, Oui. Dérangé, sollicité par des niaiseries, à mon sens, Ouais. malheureusement. Alors, moi, je souhaite pour l'avenir qu'il y ait un changement radical dans le système économique pour que le pouvoir redevienne aux individus puis au peuple en général, et non pas à quelques privilégiés qui font de l'argent, qui font des milliards, sans s'occuper de quelque moralité que ce soit. C'est devenu comme des machines à avoir toujours plus. Puis c'est nous qui sommes les victimes. Alors, on se souhaite un peu de quiétude, de recul, pour s'assurer de continuer à réfléchir, à analyser par nous-mêmes avec notre belle réflexion. Ça va nous permettre assurément d'être un peu plus libres. Alors, c'est ce qu'on se souhaite. Merci d'avoir été avec nous, M. Sénécal. Ça me fait plaisir, Dominique. Pour cette réflexion, on n'oublie pas d'aller chercher le livre, justement, pour continuer à réfléchir ensemble. Merci à vous d'avoir été avec nous. Au plaisir et à bientôt. Sécrit